Bonjour à tous. Cette semaine, dans À savoir, on part en immersion avec le petit peuple des mares, les libellules, les tritons, les grenouilles. On en parlera de ces écosystèmes avec Yves Chépeau et Charles Martin de Bretagne Vivante, tous deux naturalistes à Bretagne Vivante. Mais avant de commencer, quelques rendez-vous à noter sur vos agendas, toujours sur ce même thème, jusqu'au 19 juin au musée de l'Erdre à Carquefou. Ça s'appelle Enquête à la mare. C'est une exposition destinée essentiellement aux enfants et conçue par la Maison des Libellules à La Roche-sur-Yon. Alors c'est fermé durant ce week-end de l'Ascension. Ça ouvre mardi prochain et donc c'est jusqu'au 19 juin avec beaucoup d'événements autour de ces questions des écosystèmes des mares et notamment dimanche prochain à Vaumar près jouer un spectacle pour enfants sur ce même thème par la section théâtre d'improvisation de la Lac. À Saint-Colomban maintenant le vendredi 3 juin sur la réserve naturelle régionale des Cailleries c'est organisé par la CPIE Logne et Grandlieu qu'on a reçu la semaine dernière sur ce plateau. Les renseignements par téléphone au 02 40 05 92 31. Le 4 juin maintenant, visite de la Petite Amazonie dans le quartier de Malakoff. La Petite Amazonie est un bel exemple de friche urbaine qui a laissé la place à un tout nouvel écosystème en l'espace de 60-70 ans à peu près. Information au téléphone qui s'affiche sur votre écran. À La Roche-Balue, à Bougnay, c'est Miroir aux libellules le 29 mai de 9h30 à 12h. Cette fois, c'est organisé avec le concours de Bretagne Vivante. Voilà, c'est payant à 5 € pour les plus de 18 ans, 2 € pour les moins de 18 ans. N'hésitez pas aussi à appeler pour réserver. Et on va rester d'ailleurs à La Roche-Balue avec Yves Chépeau et Charles Martin. Vous êtes tous deux naturalistes à Bretagne Vivante et vous travaillez depuis longtemps sur ces mares qu'on trouve notamment à La Roche-Balue. Alors pas sur l'étang principal, l'ancienne carrière qui a fermé à la fin des années 70, mais à côté. On va parler avec vous de ces micro-espaces. Alors on les considère un peu, enfin on les a souvent dédaignés ces mares parce qu'on considérait que c'était un peu des lieux pas insalubres, mais dans l'imaginaire populaire, oui, c'est ces lieux un peu délaissés dont personne ne s'occupe. On s'aperçoit que quand on reste quelques heures devant qu'il y a un écosystème très riche. Pourquoi les mares méritent notre intérêt, Yves Chépeau ? Ce sont des petits mondes en réduction, en fin de compte. On trouve là-dedans un peu tous les niveaux des chaînes alimentaires. Et en plus, ce sont des lieux précieux pour la faune sauvage, puisque beaucoup d'animaux vont y assurer là leur reproduction, même s'ils n'y vivent pas tout le temps. Donc on a tous entendu parler des grenouilles, évidemment, et de leurs cousins aussi, les tritons, les salamandres, les crapauds, etc. Tous ces animaux, qui sont donc des amphibiens, ont absolument besoin des mares pour s'y reproduire, puisque c'est là qu'ils pondent leurs œufs et c'est là que grandissent leurs jeunes. Et bien d'autres animaux, en particulier des insectes, ont ce type d'utilisation pour ce milieu. Donc c'est un milieu absolument précieux pour la petite faune. Ces mares qu'on peut voir en image, parce qu'on était ensemble il y a quelques heures à La Roche-Balue. Alors la première mare qu'on a vue, c'est une mare toute jeune que vous avez créée qu'on voit en image. Vous avez créé l'hiver dernier, si je ne m'abuse. Alors on peut considérer que c'est une mare artificielle, mais en l'espace de quelques mois, on voit déjà cette mare colonisée par une végétation, alors fois des herbes, des algues. Qu'est-ce qu'on voit là par exemple ? Alors là, une belle grenouille. Et puis, voilà, on descend sous l'eau, c'est super. Donc on imagine qu'on est un dithyque, c'est un gros insecte, un gros coléoptère aquatique, ou bien une grenouille justement. Et on découvre tout cet environnement très spécial. Là, on vient de voir de jolies petites fleurs blanches qui sont celles d'une renoncule aquatique. Donc il y a plusieurs espèces de renoncules qui effectivement sont aquatiques. Et ces végétaux, vous les avez plantés ou ils colonisent naturellement Non, ils ont colonisé spontanément ce milieu-là. Il y a eu un apport de terre de marais pour habiller les berges et le fond de cette mare. Et dans cette terre, il y avait vraisemblablement pas mal de graines de plantes qui poussent habituellement dans ce type de milieu. Et donc voilà, elles ont germé avec la venue en eau de la mare. Ce triton crété qui est emblématique de la région, parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, du triton crété qui est très présent notamment à Notre-Dame-des-Landes, mais comment il est venu ce triton crété ? Il a traversé la nationale, le périphérique, il est passé par...
Eh ben, il était déjà là, en fin de compte. On avait déjà une petite population, certainement, et pas seulement de tritons crêtés, aussi également de grenouilles agiles, de crapauds communs, de salamandres aussi, ça on s'en doutait pas forcément, mais on a trouvé des têtards de salamandres dans la mare, donc vraisemblablement ça voulait dire qu'elles étaient là. Et donc voilà, tous ces animaux étaient un peu en attente, et Charles connaît bien ce type de faune pour en faire le suivi dans pas mal de sites. Alors justement, le suivi, ça se passe comment? On vient toutes les semaines, on compte le nombre de représentants de chaque espèce, Ouais, alors pas nécessairement toutes les semaines, mais on essaye au moins la période de reproduction, parce que les amphibiens vont être vraiment au niveau des mares pendant leur période de reproduction. Donc on va commencer pour les plus précoces au mois de janvier, puis on va continuer jusque là encore un petit peu quelques semaines, et puis après ça va se décliner. Donc en général on vient de nuit, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus actifs et beaucoup plus faciles à voir la nuit pour les amphibiens. Et puis à l'aide d'une lampe, éventuellement d'un troubleau, alors pour pouvoir les attraper à condition qu'on soit aussi fourni d'une autorisation. C'est une sorte d'épuisette qui nous sert à attraper les individus pour pouvoir les identifier au mieux. Et après, on essaie de comptabiliser au maximum, en fin de compte, les individus qui sont présents dans la mare, mais c'est très difficile parce qu'on est souvent en sous-estimation par rapport à ce qu'il peut y avoir dans une mare. Le nombre est beaucoup plus important qu'on le croit. Donc on essaie de faire au mieux, au moins d'identifier toutes les espèces et puis de voir s'il y a vraiment reproduction ou pas dans la mare. Alors il y a beaucoup d'amphibiens, les plantes qui commencent, voilà. Ensuite beaucoup d'insectes qui viennent, et notamment des libellules qui elles sont très mobiles. Alors on va peut-être le voir en image, il y a une espèce de libellule notamment qui sont les libellules déprimées, hein, c'est ça, vous m'expliquez ça? Oui, c'est bien ça, ouais. Rassurez-vous, elles vont très bien, elles ont la pêche, il n'y a pas de souci, mais il se trouve qu'elles ont un abdomen un peu aplati et légèrement recourbé, donc ça vient de là. Alors les libellules par exemple, elles cherchent la mare, pourquoi? Pour y pondre, alors par exemple. Voilà, c'est ce qu'on voit là. On voit effectivement une femelle de libellule déprimée qui est en train de déposer ses œufs les uns après les autres à la surface de l'eau. Donc chaque contact comme ça très très bref et très léger entre l'extrémité de l'abdomen de la libellule et la surface de l'eau signifie le dépôt d'un œuf. Donc la libellule est près des mares parce qu'elle s'y nourrit principalement ou uniquement parce qu'elle y pond ses œufs? Alors ça va être un petit peu des deux. Il y a certaines espèces qui vont se nourrir autour de la mare de petits insectes. Et puis après c'est aussi parce que c'est un site très important de reproduction pour ces animaux-là, les odonates, donc les libellules, dans le sens où elles vont pondre dans l'eau et la larve va être aquatique. Donc elle va pouvoir rester pour certaines espèces jusqu'à 3-4 ans dans l'eau. Avant de pouvoir sortir et émerger et devenir la libellule telle qu'on la connaît. Des larves très imposantes, alors qu'on n'a pas en image, malheureusement. Alors, il y a un peu de toute taille en fonction des espèces. Il y a des larves qui font quelques millimètres de long et puis d'autres qui vont arriver à plusieurs centimètres. C'est un grand mot, mais oui, 3-4 centimètres dans vraiment les plus grandes. Ouais. Depuis les années 50 à peu près, alors avec le développement, le remembrement et autres, beaucoup de mares ont été comblées, d'autres ont été supprimées par l'urbanisation, rampante autour des agglomérations. Et est-ce que, proportionnellement, la biodiversité liée à ces mares a disparu ou est-ce qu'elle s'est adaptée? Est-ce que, par exemple, les libellules, les grenouilles se sont dit on va s'habituer aux fossés, par exemple Alors c'est une question un peu double, donc je vais faire une réponse un peu double. On va dire que certaines espèces vont pouvoir s'adapter dans le sens où elles sont très pionnières, elles s'adaptent très facilement au moindre trou d'eau qu'on peut trouver. Mais pour la plupart, la grande part d'ailleurs, non, c'est assez catastrophique la perte de ces milieux-là, des mares, est assez catastrophique pour les amphibiens et pour les odonates. On recense pas mal de secteurs en fin de compte où on va avoir des manques. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont disparu. Donc les amphibiens n'ont plus le site de reproduction. Et donc on a une perte de population par rapport à ces animaux. Là, on est toujours à la Roche-Baluse, donc sur une mare beaucoup plus ancienne. On voit l'eau est beaucoup plus chargée en végétaux. Est-ce que quand on veut créer d'autres mares, il faut forcément les créer à côté de mares plus anciennes pour que les espèces essaiment un peu plus, que ce soit des libellules, des batraciens?
Ça peut être intéressant, ça peut faciliter leur peuplement initial, bien sûr. Mais il faut surtout les créer dans un endroit où il y aura autour les habitats complémentaires pour toutes ces espèces, donc qui ont au moins une partie de leur vie qui se déroule dans l'eau de la mare. Si on prend les amphibiens, par exemple, en dehors de la période effectivement de ponte dans la mare, les adultes vont se tenir autour de la mare, pas très loin, souvent à quelques centaines de mètres maximum. C'est quoi? C'est des haies? C'est des souches d'arbres morts? C'est très souvent des fourrés assez frais, assez humides. Les amphibiens ont surtout très peur de la sécheresse. C'est ce qu'ils redoutent le plus, que ce soit une sécheresse estivale ou hivernale. Ils craignent ça. Et donc, ils vont rechercher des lieux plutôt humides, donc en général ombragés. Donc, ce sont souvent des sous-bois, des fourrés, des haies assez épaisses, un bon réseau de haies. Donc voilà, il faut qu'il y ait un habitat complémentaire à proximité de la mare qui permette la vie de ces animaux-là en période internuptiale, en dehors de la période nuptiale. Et pour les libellules, autre exemple, là c'est lié au fait que les adultes, donc une fois qu'ils se sont métamorphosés, qu'ils ont quitté l'eau où ils ont donc passé toute leur jeunesse, eh bien ils vont devoir chasser pour se nourrir pendant leur courte vie d'adultes. Et c'est très souvent au-dessus des prairies, des prairies naturelles, des prairies riches en petits insectes qu'ils chassent. Donc il faut qu'il y en ait à proximité des mares. Voilà, donc on est vraiment dans une obligation d'ensemble écologique fonctionnel qui va comprendre plusieurs unités. On a parlé de la Roche-Balue. Il y a d'autres mares en zone urbaine, notamment on était allé il y a quelques semaines à la Chapelle-sur-Erdre, aussi avec Alexivio de Bretagne Vivante. On a l'impression que certaines agglomérations, alors c'est le cas de Nantes particulièrement, mais cette volonté de recréer des petits écosystèmes, des petites mares comme ça, est-ce que ça vous semble réaliste ou est-ce que la chance de succès est quand même limitée? Je dirais que c'est toujours mieux que si on ne fait rien du tout, dans tous les cas. Donc, parce qu'il y a certaines espèces qu'on peut retrouver, notamment en amphibien. On est en train de faire une grosse étude là, sur l'agglomération nantaise par rapport à l'alite. Alexis était venu, il me semble, en parler aussi. C'est un petit crapaud qui s'adapte assez bien par rapport aux habitations, aux murets en pierre. Donc c'est vrai qu'en ville, on peut aussi le trouver. C'est le cas sur Nantes. On voit cette mare de la Chapelle-sur-Erdre. Oui, voilà, donc sur le site des Perrières. Là, c'est un cas assez particulier. C'est que la mare était déjà existante et l'urbanisation est arrivée à proximité, donc notamment avec une route. Est menacée, notamment par le passage des voitures. C'est pour ça qu'il y a ces fameuses bâches qui sont censées retenir le passage des batraciens. C'est ça qui vont soit s'accoupler et pondre. Et pondre dans la mare. Ouais, donc forcément, la route pour les amphibiens va constituer comme un mur. Ouais. Partiellement franchissable, mais quand il y a une circulation assez intense sur la route, ça finit par faire des jolis beaux tapis de cadavres. Et donc soit on fait comme ce que vient de faire Alexis, c'est-à-dire on fait du transport en commun de batraciens. Soit on a ce qu'on appelle les fameux crapauducs. Alors je ne sais pas si ça existait ou si ça existe toujours, ces espèces de tunnels. Ça existe. On a un exemple sur lequel on a travaillé du côté de Moidon-la-Rivière, donc dans le nord du département, où il y a le même dispositif avec des bâches et puis des personnes qui venaient tous les matins pour relever. Donc c'est pas une solution pérenne. Et donc là il y a un dispositif avec des passages souterrains sous la route qui ont été faits avec des barrières fixes qui permettent de guider les amphibiens jusqu'à ces tunnels. Et dont les batraciens s'accommodent ou ils arrivent à comprendre que c'est... on les force un petit peu quelque part à passer vraiment dans ces couloirs-là, donc ils finissent par les trouver. Et puis c'est vrai que on le voit par rapport au suivi qu'on peut faire. Ces tunnels sont aussi utilisés par plein d'autres espèces de petites faunes, notamment des micro-mammifères. Il me semble qu'on a eu un renard aussi qui est passé. Oui. Donc c'est toujours ça de moins écrasé sur la route. Ouais. Et toujours dans cet esprit de recréer des petits écosystèmes comme ça en ville, en zone urbaine, on voit aussi beaucoup de gens qui créent des espaces propices pour les oiseaux. Est-ce qu'on peut créer un espace dans son jardin, un petit trou d'eau qui accueillerait des batraciens, ou il faut vraiment que... Non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir très grand. La surface du plateau, par exemple, suffit amplement à une petite population de tritons palmés. On va proposer ça à notre réalisateur, si vous voulez. Voilà, éventuellement, et puis on reviendra voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour le triton palmé, ça peut très bien passer. Pour les odonates aussi, il n'y a pas forcément d'avoir non plus une très très grande surface. Un petit point d'eau peut suffire.
D'accord. À partir du moment où ce que l'on trouve autour va correspondre à l'ensemble des besoins biologiques de la faune. D'accord. Si on veut donc découvrir le patrimoine de Sémar à la Roche-Balue, donc rendez-vous pour vous le 29 mai, hein, c'est ça, à partir de 9h30, donc pour Miroir aux libellules. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt sur le plateau Télénon, puisque vous venez régulièrement, notamment chez Anis Thomine, chaque mois. À très bientôt pour un nouveau numéro du 18h à savoir.